Bonsoir à vous et bienvenue sur Média TV. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, place à 11 dit tout. Et on va parler de deux sujets, tous les deux autour de notre santé. L'un, on va dire, assez intemporel puisqu'il n'est pas du tout en relation avec cette période de pandémie. On parle très souvent des troubles du comportement chez l'enfant, mais qu'en est-il de l'adulte en devenir? Eh bien, on en parlera avec le docteur Hachem Thiel dans un petit moment. Mais sinon, tout de suite, ce que je vous propose, c'est un échange en toute transparence et toute honnêteté avec le professeur Jaafar Heikel, qui est épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Qu'est-ce qu'on maîtrise de la Covid aujourd'hui et qu'est-ce qu'on sait moins? Eh bien, tout de suite, si vous voulez faire le bilan, c'est tout de suite dans On se dit tout sur Média TV. Bonsoir, professeur Heikel. Bonsoir Yasmine. Vous allez bien, Sidi, bien installé? Oui, très bien, je vous remercie et bravo pour votre émission et merci de votre invitation. Merci à vous en tout cas de répondre présent à chaque fois pour nos téléspectateurs. Alors on va commencer par ce que l'on sait le mieux. Aujourd'hui, on est à quoi? On est à 9 mois après le début de la pandémie, c'est ça? 9 mois après le début de la pandémie, on en est où avec ce virus? Qu'est-ce qu'on maîtrise en matière de Covid-19? Alors d'abord, on connaît mieux les modalités de transmission de ce virus. Au début, on connaissait quelques éléments. Maintenant, on sait ce qui permet donc de transmettre, ce qui transmet le plus. On sait également quelles sont les populations qui sont le plus à risque, et on a des données maintenant très intéressantes pour les enfants, les adolescents, les personnes adultes. On sait également quelles sont les populations qui ont le plus de chances de se compliquer, malheureusement, c'est-à-dire les personnes âgées ou les personnes qui ont des maladies chroniques. Et on sait également quels sont les enjeux en matière thérapeutique, c'est-à-dire le protocole thérapeutique qui marche, ce qui marche un peu moins bien, et l'enjeu au niveau du dépistage également, c'est-à-dire les tests diagnostiques. Ce qu'on ne sait pas, par contre, encore très très bien, c'est comment va évoluer cette pandémie, c'est-à-dire, et là vous allez voir, il y a beaucoup de polémiques à propos de la deuxième vague ou non, est-ce qu'on peut appeler ça une deuxième vague ou pas du tout, et nous en maladies infectieuses, on sait qu'est-ce que cela veut dire, la saisonnalité, donc des maladies infectieuses. Ce qu'on ne sait pas également, c'est est-ce que le vaccin va être disponible? Dans quelle mesure il pourra être accessible à toutes les populations? Quelles seraient les populations cibles qu'on pourra vacciner? Et dans quelle échéance temporelle? Et enfin, le troisième élément qu'on maîtrise moins encore, c'est quel va être l'impact donc de cette pandémie par rapport aux autres maladies chroniques, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à prendre en charge toutes les autres maladies chroniques parce que le système de santé est sous pression, qu'il soit public ou privé, et ça c'est à l'échelle mondiale, ce n'est pas spécifique au Maroc, et l'enjeu économique qui va être très important. Et quand on parle d'enjeu économique, ce n'est pas uniquement pour les entreprises, c'est l'enjeu économique également pour notre système donc, de santé. Donc ce sont ces éléments qui aujourd'hui démontrent que c'est la première fois où nous avons un problème sanitaire qui a autant d'impact sur le plan médical que sur le plan social et sur le plan économique. Donc parmi les réponses qu'on n'aura pas, si vous me posez la question ce soir, Yasmine, c'est si vous me dites est-ce que si j'ai eu la Covid, est-ce que je suis immunisé ou non? Je n'en sais rien. On est immunisé, on le sait, pendant 4 à 5 mois. Ça, on a les preuves scientifiques. Au-delà, nous n'avons aucune idée. Si vous me posez également la question, Yasmine, est-ce que vous êtes sûr et certain, professeur Heikel, que l'hydroxychloroquine est efficace à 100%? Je n'ai pas de réponse, j'ai uniquement des réponses. Mais alors moi j'ai une question pour vous justement et j'espère que vous avez au moins une réponse pour moi ce soir, professeur Heikel. Alors on est en pleine course pour la recherche de vaccins, pour trouver un vaccin contre ce virus, mais en même temps il y a encore pas mal de zones d'ombre. On ne sait pas si lorsqu'on attrape ce virus une fois, on est immunisé ou pas. Donc en matière de vaccination, comment les scientifiques pensent procéder? Est-ce que ça sera un vaccin type grippe, donc annuel, selon la souche, ou bien ils sont sur une voie d'un vaccin, on va dire, à une dose à vie. C'est ça en fait, c'est que les gens se posent la question et se disent, bon très bien, si on nous dit qu'on n'est pas forcément immunisé après avoir attrapé la Covid, comment peut-on nous dire qu'un vaccin peut nous sauver? C'est une question assez légitime.
C'est une excellente question, Yasmine. Alors, ce qu'on sait dans le contexte marocain, je peux parler de la région de Casa, dans laquelle nous travaillons en parfaite coordination avec la direction régionale de la santé. Nous avons traité des milliers de patients dans nos différentes équipes à Casablanca. Et je peux vous dire que pour l'instant, sur les milliers de patients que nous avons traités, nous n'avons pas encore suffisamment de recul, mais depuis le mois de mars, nous n'avons pas eu de cas qui se sont repositivés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une immunité relative acquise de quelques mois, c'est ce que nous pouvons dire. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas vous dire que l'immunité est définitive ou est-ce que cette immunité, elle protège de façon importante comme d'autres vaccins. Pour prendre l'exemple que vous avez cité, à savoir par exemple le vaccin de la grippe, on sait qu'il est efficace dans plus de 80% des cas, on sait que son innocuité, elle est très élevée. Mais pour un vaccin futur contre la Covid-19, ce que nous espérons, en tout cas dans le contexte marocain, c'est qu'il soit d'une grande innocuité, qu'il soit protecteur de façon élevée, mais surtout que sa protection dure au minimum pendant une année. Car vous savez, le vaccin de la grippe dure 1 an en matière de protection. C'est ça. Alors une autre question toujours par rapport au vaccin. Je ne sais pas si vous avez l'information. Je sais que vous n'étiez pas là sur le territoire marocain dernièrement, mais bon, on va dire l'information voyage. Le ministère de la Santé a annoncé récemment l'acquisition de 10 millions de doses de vaccins d'ici à quelques mois. Et vous, professeur Heikel, vous nous dites, il y a quelques instants, vous nous avez dit, on n'est pas sûr d'avoir un vaccin. Donc comment le ministère peut se prononcer et avancer l'acquisition, cette information, comme étant présente. Et d'ailleurs, hier, à la radio, dans Blamiad avec Farhana, on a eu le docteur Belfqih, du ministère de la Santé également, qui était là, et on parlait de cette première vague, / deuxième vague au Maroc. Et il a bien expliqué le phénomène qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est que nous sommes en réalité en train de vivre la vraie première vague Covid du Maroc. Et donc, cette question s'est imposée légitimement. Je lui ai demandé si on allait vivre dans quelques mois, nous aussi, cette deuxième vague, à l'instar de ce qui se passe en Europe. Et sa réponse était claire, non Yasmine, d'ici à janvier, on aura le vaccin. Donc on a l'impression qu'il y a une partie du corps scientifique et médical qui croit en la disponibilité de ce vaccin incessamment sous peu, et d'autres comme vous qui seraient peut-être plus réservés. Écoutez, moi je serai le premier à être heureux et ravi pour mon pays qu'on ait un vaccin et je serai le premier à soutenir le ministère de la Santé dans ces démarches. Je sais que les études en phase 3 sont quasiment finalisées, vers le mi-novembre ça sera finalisé et je serai heureux que ce vaccin soit disponible et qu'il puisse être utilisé par les populations cibles marocaines. Mais ce que nous savons, c'est qu'à l'échelle mondiale, les gens restent prudents, les épidémiologistes et les infectiologues que nous sommes, nous restons prudents parce que nous voulons non seulement qu'il y ait un vaccin, mais que ce vaccin soit efficient. Je ne parle pas d'efficacité, je parle d'efficience et qu'il puisse être sur le terrain et accessible au maximum. Et pourquoi on va parler de 10 millions de doses? Parce que nous estimons qu'effectivement, il y a à peu près 9 millions à 10 millions de personnes qui seraient prioritaires pour être vaccinés et ensuite, dans une deuxième phase, d'autres groupes de personnes. Mais tant que nous n'avons pas vu de vaccin disponible sur le terrain, accessible, avec une grande innocuité et disponible pour la majorité donc des Marocains, nous restons. Être prudents et réservés ne veut pas dire que nous ne croyons pas à ce vaccin. Être prudent et réservé, c'est le principe donc de prudence, c'est simplement de dire continuons à faire nos efforts de prévention primaire, de mesures barrières, d'éducation pour la santé et de préservation donc de la santé de nos citoyens, de dépister, isoler et traiter en attendant qu'il y ait un vaccin qui soit disponible et qui nous permette évidemment d'encore mieux contrôler cette pandémie. Donc nous ne sommes pas en contradiction avec les espoirs du ministère, nous sommes simplement des gens pragmatiques, prudents, mais qui ont l'espoir que ce vaccin sera disponible. Et par contre, j'abonde parfaitement dans le sens du docteur Belfqih, je ne crois pas du tout à une deuxième vague, je crois que nous sommes toujours dans une première phase ascendante de la pandémie dans notre pays, que la saisonnalité des maladies infectieuses respiratoires explique qu'il y a des rebonds qu'on appelle des sursauts épidémiques au sein d'une même courbe de croissance et nous ne sommes pas en deuxième vague, nous sommes toujours dans une première vague ascendante de la pandémie dans le contexte marocain. Alors, dernière question avant de vous lâcher, professeur Heikel. Vous avez dit aujourd'hui, on maîtrise plus les populations à risque, sauf que cette nouvelle
tendance, c'est aussi, notamment dans différents pays européens, de voir des populations plus jeunes, supposées être moins vulnérables, vraiment attaquées par le virus. Alors, quand certains scientifiques se posent la question, est-ce que le virus serait en mutation, beaucoup avancent que la souche de la Covid n'est pas une souche qui mute rapidement et facilement, à l'instar, on va dire, du virus de la grippe. Est-ce que vous confirmez, professeur ? Oui, oui, tout à fait, Yasmine, je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, une équipe de chercheurs marocains a montré un petit peu les différentes souches virales qui existent dans notre contexte. Il n'y a pas eu de mutation majeure qui expliquerait une évolution de gravité. Par contre, ce qu'on a constaté, y compris au Maroc, c'est qu'il y a de plus en plus de retard diagnostique. Et c'est les jeunes, beaucoup de gens jeunes ou d'adultes jeunes, lorsqu'ils sont touchés par le virus, tardent à aller consulter un médecin dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et ce que nous avons constaté après le déconfinement, y compris dans les pays européens, c'est que les gens s'automédiquent ou prennent donc des médicaments parce qu'ils ont une simple virose, parce qu'ils ont mal à la tête, ils ont de la fièvre, ils n'ont pas pensé à la Covid, ils se sont dit c'est rien du tout, et on les voit arriver aujourd'hui avec des symptômes ou un stade avancé de la maladie. Je rappelle que si nous diagnostiquons tôt et que nous prenons en charge tôt, nous avons 82% de guérison claire, et si nous rajoutons les gens qui sont suivis à domicile, on a plus de 90% de guérison de la Covid-19 partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain. Et je pense qu'il faut féliciter ce qu'a fait le Maroc dans ce sens. Alors je pense, et corrigez-moi si je me trompe, ce qui vient un petit peu perturber la vigilance des gens, c'est aussi le changement de saison et l'arrivée du rhume et de la grippe. Et donc, dans ce contexte, on ne sait plus faire la différence. Rhume, grippe ou Covid. Et donc, est-ce qu'il faut se précipiter, aller faire le test ou bien prendre son temps à attendre de voir comment les choses évoluent? Sauf que malheureusement, ce virus ne pardonne pas parce qu'il évolue rapidement à l'intérieur de notre organisme quand il s'agit de Covid. Eh ben, vous avez parfaitement raison, Yasmine. Je vois que vous maîtrisez bien le domaine médical de plus en plus. Je vous en félicite. Il faut faire très attention. Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de virus. D'ailleurs, le virus de la grippe, c'est un des virus parmi les dizaines et les dizaines de virus en circulation. Il faut absolument, pour le moindre symptôme, je préfère avoir de l'excès plutôt que du retard de diagnostic. Parfait. Allez voir votre médecin dans le secteur public ou privé et il saura faire la différence. Faites le dépistage, on isole et on traite le plus rapidement et c'est comme ça qu'on peut avoir des chances de freiner la progression dans notre contexte marocain, que je souhaite fortement. Merci infiniment pour votre disponibilité, vos réponses claires, professeur Jaafar Haikal, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Très très bonne soirée à vous. Je prends la relève à présent avec le docteur Hachem Tiel. Bonsoir docteur, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, ravi d'être avec vous encore ce soir. Un plaisir toujours renouvelé avec toujours autant de plaisir. Merci infiniment docteur. Alors avec vous justement ce sujet des troubles du comportement, de l'attention, ces troubles que l'on traite souvent par rapport à l'enfant. Et donc je me disais finalement ce ne sont pas des problématiques qui sont uniquement liées à l'enfance. Forcément cet enfant va grandir, va devenir un adulte. Alors, est-ce que ces troubles s'estompent ou il les traîne avec lui à l'âge adulte également? Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça va perturber le cours de sa vie. Oui, je crois qu'il faut distinguer entre les troubles du comportement lié au développement de l'enfant. Un enfant ne peut pas se développer normalement sans qu'il passe par des moments où il est amené à avoir des troubles de son comportement, ne serait-ce que, par exemple, les troubles oppositionnels, par exemple, il n'y a pas que ça. En tout cas, l'enfant passe par des crises dans son développement. Le fait de se développer doit se passer à travers des crises qui se traduisent par des problèmes comportementaux, ce qui est tout à fait dans la logique de son développement. Alors, ces troubles, normalement, disparaissent avec le dépassement de ces moments de crise et la maturité arrive comme cela. Et ensuite, à l'adolescence, on a l'impression qu'il y a apparition d'encore beaucoup plus de troubles du comportement parce que justement, l'adolescent est en train de changer, de passer du statut d'enfant au statut d'adulte et ça passe nécessairement
nécessairement par des remises en question, par beaucoup de problématiques qui se retrouvent en front line à l'intérieur de sa personne, et donc ça se traduit, l'expression de ces difficultés à s'accommoder de ce qu'il devient, cet adolescent, ça s'exprime à travers des troubles du comportement multiples et divers. Alors, on doit parler des troubles du comportement de l'adulte. Les troubles du comportement de l'adulte, alors il faut savoir de quoi on parle. Il est troubles du comportement de l'adulte, il y en a énormément, Alors, si vous permettez, docteur Hachem-Tiel, on va dire principalement pour l'enfant, on parle de l'hyperactivité, on parle de l'autisme, on parle des troubles liés à l'apprentissage. Est-ce que ce sont des troubles qui vont persister à l'âge adulte également ? Oui, alors il y a bien évidemment des troubles qui persistent à l'âge adulte. Il est évident que, en fonction et bien évidemment de la manière avec laquelle ils ont été pris en charge, ces troubles, ils vont pouvoir impacter l'adulte ou pas. Les troubles envahissement du développement, dans un nombre non négligeable de cas, entraînent des troubles du comportement chez l'adulte qui se retrouvent bien souvent avec des difficultés d'adaptation non négligeables. On a tendance à l'oublier. Non, ça fait partie du lot quotidien des psychiatres qui reçoivent ce genre de patients. On en retrouve. Les troubles comme les dyslexies et autres se retrouvent également, mais bien évidemment beaucoup moins, parce que l'enfant qui est devenu adulte entre-temps a eu tout le temps de corriger et surtout de s'adapter à ces problèmes, et il apprend à faire avec, et c'est toute la particularité de ces troubles-là. Donc, est-ce qu'ils disparaissent ? Ils peuvent aussi ne pas disparaître en fonction de comment est-ce que ces problèmes ont été pris en charge et en fonction de la manière avec laquelle l'individu à l'âge adulte a appris à s'adapter à ces problèmes. Mais si on devait prendre un adulte par ailleurs, les troubles du comportement... Si on devait prendre un adulte qui aurait aujourd'hui 40-50 ans, quand il était plus jeune et qu'on va dire qu'il avait une hyperactivité, à l'époque, ce n'était pas aussi bien maîtrisé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup mettaient sur le compte une forme de mauvaise éducation, une forme d'agitation, mais les gens n'allaient pas consulter pour de l'hyperactivité. Les gens trouvaient que c'était normal, par exemple, qu'un garçon soit qu'il soit turbulent, qu'il fasse... Et donc, cet enfant a grandi avec ce trouble sans jamais l'avoir soigné. Est-ce qu'à l'âge adulte, la personne se comporte d'une certaine manière, ça la freine dans son développement professionnel, dans son développement personnel, c'est cause d'autres problèmes, mais à aucun moment on n'a su que c'était dû à cette hyperactivité, par exemple, non traitée à l'enfance. Oui, ça on en voit, moi dans ma clientèle, dans ma patientèle, j'en vois, et je ne suis pas le seul à en voir. À l'âge adulte, on voit dans un certain nombre de cas des personnes qui, dans leur anamnèse, l'histoire de leur problématique, on retrouve des TDAH typiques, on les trouve, des troubles, une hyperactivité, des troubles de la concentration qui été pris en charge et qui ont entraîné souvent des retards scolaires importants et des troubles de communication, d'adaptation importants chez l'enfant et chez l'adulte. On retrouve ces troubles. Vous savez, moi j'ai en tête quelqu'un que je viens de voir qui a des troubles de la concentration importants à l'âge adulte. C'est une jeune fille de 31 ans qui a des troubles du comportement importants, des troubles de la concentration importants. C'est une fille qui s'enflamme pour tout et rien. C'est une fille qui a du mal à se concentrer, et quand elle a des médicaments de ce trouble, elle peut être mieux, mais sinon quand elle ne les a pas, elle a des problèmes d'adaptation importants. Vous savez, le problème des troubles du comportement, c'est bien sûr la pathologie dans laquelle ces troubles s'inscrivent, mais ce qui est important, c'est la manière avec laquelle la personne, donc cet adulte, apprend. Je le disais tout à l'heure, et c'est important, c'est pour ça que je le répète, apprend à composer avec, en se rendant compte qu'il y a une difficulté et en se donnant les moyens d'arriver à faire avec. C'est toute la difficulté, c'est toute la grosse différence entre l'enfant et l'adulte. L'adulte se rend compte de son problème, l'enfant ne se rend pas suffisamment compte de son problème. Donc les possibilités de développement, de compétences qui vont, aider l'adulte
à ne pas faire de sa problématique un handicap majeur, ben, ce n'est pas la même chose. Donc l'adulte apprend, il arrive tant bien que mal, mais bien souvent aussi avec des difficultés relativement importantes. D'où la nécessité de prendre en charge ces problèmes. Plus on les prend tôt, mieux ça va. Vous savez, un enfant, quand il est enfant, quand il est jeune, il est en perpétuel changement, en perpétuelle possibilité de changement, possibilité de développement de compétences particulières, et il faut en profiter. Quand il est adulte, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, parce que chaque chose est à sa place, chaque dysfonctionnement fait partie de son équilibre, aussi dysfonctionnel qu'il puisse être. Donc, donnons à nos enfants la possibilité d'avoir des réponses qui leur permettent de dépasser leurs difficultés quand ils sont encore jeunes, d'où l'absolue nécessité de consulter dès lors qu'on se rend compte d'un problème, et surtout quand ce problème est durable. Ne faisons pas comme si c'était un problème passager tout court. S'il dure, consultons, demandons de l'aide. Nous pouvons sauver le devenir de cet enfant à l'âge adulte. C'est extrêmement important. C'est des adultes en souffrance quand même, docteur Thiel ? Malgré la prise en charge, malgré les médicaments. Les troubles du comportement, vous savez, les troubles du comportement, qu'ils soient d'ailleurs liés à un TDAH ou pas, les troubles du comportement sont problématiques par définition à partir du moment où ils constituent une difficulté dans la gestion de leur quotidien. Le trouble du comportement est quelque chose qui va venir poser problème à l'adulte dans la gestion des choses de son quotidien. Voilà, c'est ça. Un trouble du comportement, c'est quelque chose que la personne ne peut pas maîtriser, sinon ce ne serait pas un trouble. Et dans ces troubles, il y a une infinité de problèmes qu'il est important de diagnostiquer. Un symptôme, un trouble du comportement isolé n'est pas en soi un syndrome, n'est pas en soi une maladie, mais il faut essayer de voir dans quoi est-ce qu'il s'inscrit. Un trouble du comportement, quand il existe, souvent il est associé à d'autres troubles dont la personne n'a pas forcément conscience. Et il faut essayer de comprendre ce qui se passe, à quoi est-ce qu'il correspond, dans l'équilibre général de la personne, en quoi est-ce qu'il correspond dans son histoire personnelle. Pourquoi est-ce que ce comportement s'est installé chez cette personne? Et à travers cette compréhension, cette possibilité que l'on peut avoir de comprendre, de compréhension de ce symptôme, en donnant du sens au problème, on peut lui apporter des réponses. Le simple fait de donner du sens à la problématique est absolument extraordinaire dans l'impact que ça peut apporter à la personne. Elle peut, de manière pratiquement automatique, presque naturelle, elle peut apporter des possibilités de changement à l'intérieur de la personne, donc des possibilités de réparation absolument naturelles. Donc, essayons de comprendre, ne faisons pas comme si de rien n'était, ou ne faisons pas la guerre directement aux symptômes. Il faut essayer de voir dans quoi est-ce qu'ils s'inscrivent, parce que le symptôme isolé n'a pas de sens. Il faut voir qu'est-ce qu'il veut dire dans l'équilibre général de la personne. L'être humain est un tout. On ne peut pas isoler un comportement par rapport au reste. Nous fonctionnons d'une manière harmonieuse, aussi dysfonctionnelle que puisse être cette harmonie. Et donc, c'est pour ça que la psychothérapie est importante, ce sont des humains docteur, que nous avons à prendre en charge. Ben oui, je le dis parce que s'il y a un trouble du comportement, nous ne pouvons pas le guérir à travers un médicament que l'on donne, les traitements médicamenteux, et on le voit, c'est dans un nombre non négligeable de cas, on donne un médicament, tu as ça, prends ça. Mais non, je le dis et je le répète, le traitement quand il est donné, c'est un élément de la prise en charge, c'est quelque chose qui aide justement la personne à utiliser cette approche de compréhension, de réinscription du symptôme dans le fonctionnement général, dans l'homéostasie générale de la personne, et de lui apporter, de lui donner la possibilité de réparer. Et nous ne devons pas que calmer le symptôme, nous devons réparer ce qui a été à l'origine, ce qui est derrière l'installation de ce trouble du comportement. Et ce n'est que comme ça qu'on participe véritablement au développement d'un autre équilibre, parce que c'est à cela que nous aspirons. Il faut amener la personne à développer un autre équilibre dans lequel le trouble du comportement doit être exclu. C'est un sujet sur lequel il va falloir très vaste et sur lequel il faudrait revenir justement. Immense. Psychothérapie et traitement. Merci infiniment, Dr Hachem Thiel, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Merci beaucoup. Vous êtes psychiatre et psychanalyste.
Très très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup en régie. Merci à vous, chez vous qui nous suivez en direct sur Médien TV, Médien TV Afrique. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Pour demain, je vous ai préparé le best-of de cette semaine. Quelques moments forts, quelques informations fortes à garder en tête. Et on se retrouvera lundi, Inch'Allah, à partir de 15h30 sur la radio, Médien, Blamiad, et 18h30 pour On se dit tout sur Médien TV. Très bonne soirée à vous. Au revoir.